Quand je dois définir ce que je fais, je commence par dire que je réalise des œuvres sonores, exclusivement sonores, dans le sens où le son n'est pas là pour accompagner une image, une performance n'est pas liée à un objet particulier, mais le son existe pour lui-même. Et ça fait à peu près une quarantaine d'années que je fais ça. Une autre façon de présenter ce que je fais, c'est de dire que je réalise des œuvres sonores parlées, musicales et silencieuses, et que je donne à entendre selon différentes modalités d'écoute, à savoir des disques, des diffusions à la radio ou en ligne, des séances d'écoute dans des salles de spectacle, et puis, surtout, principalement, sous la forme d'installations sonores, donc lors d'expositions. Une autre façon de présenter ce que je fais, c'est de dire que pour moi, tout commence par l'écoute. L'écoute, c'est vraiment le geste ou l'outil qui est principal pour moi et qui vient même avant tout. Avant toute idée, toute intention, toute forme, il y a d'abord l'écoute. Donc il y a d'abord la récolte que je fais lors d'enregistrements. La matière principale de mes pièces sont des voix, des paroles, qui sont donc produites par des enregistrements que je fais, donc des rencontres. J'enregistre des rencontres et ces rencontres donnent lieu à un certain ensemble de paroles et d'un matériau qui me sert au fil des années de faire des œuvres très différentes, à savoir que les mêmes enregistrements peuvent, même à des dizaines d'années ou 30 ans d'intervalle, être utilisés pour des pièces. Voilà. Je peux aussi dire, pour commencer, que j'ai toujours travaillé vraiment principalement en deux temps. Il y a un temps qui est celui de réaliser l'œuvre, donc l'œuvre sonore, enregistrement, montage, mixage, une forme sonore qui se déploie dans le temps et qui trouve sa propre forme principalement au montage, à savoir que les œuvres que je fais ne sont pas le produit d'un texte ou ni d'une intention, mais vraiment l'écoute. Donc il y a ce premier temps où l'œuvre se construit par elle-même, et puis il y a le second temps où je réfléchis plutôt à comment faire écouter cette pièce. Et c'est là qu'interviennent les questions liées au support, par exemple la radio, le disque, la salle d'exposition, la salle de spectacle, là sont des supports. Et puis se repose la question de la forme et le dispositif d'écoute. Donc je peux dire que principalement, ma tâche, c'est de créer des situations d'écoute liées au contexte, au support et au lieu dans lesquels je suis invité à exposer. Et donc que ces situations d'écoute soient au service d'une expérience et d'une rencontre entre l'œuvre et un public. Voilà. Je vais commencer par vous faire écouter trois pièces courtes, trois extraits, qui vont donner tout de suite la tonalité et qui sont des pièces un peu emblématiques que j'ai faites au fil des années. Certaines datent de 97. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, c'est terminé. 13, 14, 15, 16. Je ne peux plus rien faire, il faut qu'on me fasse mes courses. Il faut qu'on m'aide. Je ne peux plus rien faire. Sitôt que je veux entreprendre quelque chose, je sens la fatigue qui me gagne, alors il faut que je me repose. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Je ne peux plus rien faire. 72, 73, 74, 75, 76. Je lis encore un peu, mais
Ça me fatigue un peu maintenant. 80, 81, 82, 83, 84, 85. La vue qui se fatigue aussi. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? Oh, je sais plus. Tu vois pas? Ah, attends. Ça m'énerve, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est... Comment? Ah! Oh, j'ai sur le bout de la langue et ça m'énerve. C'est... Ah... ça m'énerve, je sais plus. Ah... Il est parti, comment ça s'appelle? Tu vois pas ce que je veux dire? Et un troisième extrait. Il y a les... Il y a les nuages qui avancent. Il y a des gens qui se reposent. Il y a les drapeaux qui flottent. Ensuite, Il y a un bateau qui est sur la plage. ensuite, Il y a des gens qui se sèchent sur la digue. ensuite, Puis il y a une dame qui a fait sécher son linge dehors. oh, Des habits par terre, pas déchirés, il y a des algues. ensuite, Il y a une autre dame en train d'acheter des habits ou je sais pas quoi. ensuite, Puis c'est un magasin où ils vendent des livres, des vidéos. ensuite, Il y a une maison, il y a une dame en train d'éplucher des pommes de terre. bravo. Dans la maison, il y a des cadres. Ensuite, Il y a des spectateurs qui les regardent. ensuite, Il y a un squelette. comment ça? Hein? Il y a des fleurs. Ensuite, Il y a des guitares. ensuite, Il y a plein de gens. ensuite, Et puis il y a une barre qui est au-dessus d'eux. oh, Et puis une
une espèce d'île qui est sur la mer. C'est tout. Attends. Je me rappelle plus après. Là, vous avez entendu une première pièce qui s'appelait Fatigue, que j'ai faite en 97. C'est la pièce avec les deux voix, l'enfant qui compte de 1 jusqu'à 100, puis la dame qui décline sa fatigue en quelques phrases. Ensuite, il y avait la pièce Le bout de la langue, que j'ai faite en 94. Et puis, la dernière, là, c'est Il y a ensuite, que j'ai faite en 93, qui se trouve être une forme, je pourrais dire, de matrice de l'œuvre qui est actuellement à la Maréchalerie. À savoir que ce principe d'un paysage composite qui se décline fragment par fragment et donc qui décrit un paysage qu'on ne sait pas s'il est réel ou imaginaire, présent ou passé, qui flotte comme ça un peu dans le vide. C'est un peu ce principe que j'ai développé pour l'exposition. Et il se trouve même qu'une des voix, la voix de l'enfant, fait partie de l'exposition et me sert dans l'exposition comme une sorte de voix pour lancer le récit. Voilà. Avec ce fameux il y a, voilà. Pour moi, le il y a est important parce que les choses sont devant nous ou peuvent l'être devant nous, au présent. Voilà. Donc il s'agit de... Comme c'est une expérience d'écoute, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où on écoute. Voilà. Alors, si vous voulez, volontiers, j'accueille vos questions ou vos commentaires et remarques. Plutôt que de faire une présentation suivie de questions, autant mélanger en interaction à tout moment. Je ne vais pas pouvoir parler de tout, développer tout ce que je fais. Je vais juste aborder quelques aspects. Et si certains aspects sont plus importants pour vous à développer, allez-y, n'hésitez pas à m'interroger ou à me faire des remarques. Peut-être que... donc là, j'avais envie de vous proposer juste pour avoir dans l'oreille à peu près une matière sonore et aussi, je pense qu'on peut se rendre compte assez vite peut-être ce que je travaille principalement. Si je devais mettre des mots là-dessus, ce qui est évident, c'est que c'est avant tout des récits. C'est que j'envisage le son pour raconter des histoires, en gros, en même temps que je travaille la forme musicale. Et comme je travaille principalement avec des paroles, pour moi, la parole, c'est ce qui est au centre de deux pôles, à savoir d'un côté le sens, de l'autre le son. Voilà. Donc le sens, c'est les mots, la relation au langage, la pensée, le discours, la narration, ce que les mots peuvent évoquer. Donc c'est aussi pour moi l'enjeu d'un montage, c'est aussi mettre en marche la pensée de la personne qui écoute et que chaque fragment sonore est là pour stimuler quelque chose. Voilà. Conduire quelque chose, mais conduire dans le sens de solliciter, mais sans qu'une image soit prête à l'emploi, quoi. Il s'agit justement que chaque image mentale soit propre à chaque personne qui écoute. Voilà. Donc le sens d'un côté, puis de l'autre côté le son. Savoir que la parole est aussi un phénomène sonore émis par une voix, un corps, une respiration, un souffle. Donc il y a une question de débit, d'énonciation, d'élocution, la vitesse. Par exemple, l'enfant qui compte de 1 jusqu'à 100, ça joue vraiment sur sa vitesse d'élocution, presque son souffle, sa difficulté à aller jusqu'au bout. Donc c'est aussi la machine qui est notre corps, notre machine instrumentale en fait d'émission d'un son. Donc mon travail est, on peut dire en même temps musical
que narratif. Et il ne s'agit pas pour moi de choisir l'un aux dépens de l'autre, il s'agit vraiment toujours de combiner les deux et d'essayer même, dans une certaine mesure, de créer des formes qui vont mettre ensemble des choses qui pourraient être contraires au départ. Voilà. Donc c'est cette tension que je cherche. Voilà. Cette tension où la forme et le contenu interagissent, où le débit, je répète, le débit, la musicalité, la façon dont les choses sont dites compte autant que ce qui est dit. Voilà. C'est pour ça que je peux dire que je n'ai pas, en fait, je n'ai pas une démarche qui est au départ littéraire, c'est-à-dire que les œuvres que je fais ne sont pas écrites à l'avance, qu'elles sont, voilà. Peut-être que pour aborder, alors plus particulièrement aujourd'hui, la question de la présence d'une œuvre sonore dans un espace d'exposition, je vous propose de vous présenter quelques exemples. Et pour ça, j'ai pris une sorte de fil conducteur, c'est comment, au fil des années, j'ai été amené à développer une série d'œuvres autour d'un même point de départ. Le point de départ, c'est une voix, la même personne qui tout à l'heure avait les mots sur le bout de la langue, voilà, qui est une des voix qui se retrouve de façon assez récurrente dans mes pièces, celle qui dit ensuite dans le paysage suivant, et qui là se retrouve au point de départ de cette série de pièces dont je pourrais donner le titre générique « Les liens invisibles ». La première forme, donc le point de départ de cette série de pièces, c'est un montage que j'ai fait à partir d'un enregistrement, d'une rencontre avec cette personne, où elle essaye de... la séquence que j'ai travaillée, c'est elle essaye de définir quelque chose. Et ce qu'elle essaye de définir, c'est ce que j'ai reproduit ici quand j'ai fait l'édition d'une carte postale. Et ce qui va faire le point commun et la différence des différentes occurrences des pièces dont je vais parler ensuite, c'est ce que je vais mettre en relation avec cette voix. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est en 2011 dans un château à Rantilly, cette voix que j'ai diffusée sur un haut-parleur, le même qu'on voit qui est devant vous, là. Au départ, la question était simple pour moi, c'était comment mettre une voix dans un espace. Et au départ, pour moi, ce qui était important, c'est que la voix soit à hauteur d'oreille, qu'elle soit parmi nous, donc non pas accrochée au mur, mais qu'on puisse tourner autour, que ce soit un point dans l'espace. Et que cette voix soit à hauteur d'oreille, donc là, le haut-parleur sur un socle. Et dans cette première version d'œuvre, cette voix, je l'ai mise en relation avec un deuxième son qui était caché derrière la porte, qu'on peut voir. Voilà. Et donc c'est une pièce qui s'appelle dans sa première version « Quant à soi », qui met en relation deux voix, une voix proche et une voix lointaine. La voix lointaine, je l'ai mise en gros derrière la porte, cachée, dont la source nous est cachée pour créer un second espace qui soit un espace plutôt imaginaire puisqu'on ne le voit pas, quoi, qui est une forme de lointain. Voilà. Et je vous propose d'écouter l'extrait de cette pièce. Il y a plein de trucs. Président de la République, président du Sénat, Qui sont. la famille, Georges Pompidou. Et Gamache. On peut pas définir comme ça, comme si tu avais des liens invisibles. Qui t'attachent à eux.
Et, c'est vraiment une partie de toi. Soit je fais un commentaire, soit j'avance. Soit vous faites des commentaires, si vous désirez. Mais en tout cas, jouer sur la mise en relation de deux voix, la rencontre entre deux voix, c'est une rencontre que le montage permet, parce que c'est quelque chose les deux voix sont issues d'enregistrements différents, d'époques différentes, avec des modalités d'enregistrement différentes. Il y en a une, par exemple, c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai enregistrée de façon très proche, comme je le fais pour avoir une sorte de gros plan de la voix, et ce gros plan de voix que j'ai, comme dans la pièce Le bout de la langue, par exemple, qu'on a écouté avant, il s'agit surtout de faire exister cette voix presque en dehors de son environnement. C'est-à-dire que l'espace dans lequel la voix était enregistrée est plutôt mis très éloigné. Je ne peux pas dire que je le fais disparaître, parce que cet espace existe toujours, ne serait-ce que par le rendu de la voix. Quand on enregistre, on enregistre toujours deux choses. On enregistre le son, par exemple une voix, puis on enregistre aussi l'effet que prend cette voix dans cet espace. Voilà. Donc on enregistre l'espace aussi, finalement. Même un espace feutré qui ne résonne peu est quand même présent dans le son, dans la voix. Mais en tout cas, quand j'enregistre des gens, quand je veux avoir ces voix, j'essaye de minimiser au maximum cet espace-là. Voilà. Alors que l'autre voix qu'on a écoutée là comme un lointain et que j'ai caché dans un espace, là, a été enregistrée plutôt dans un environnement sonore très fourni. C'était une église qui résonnait, je crois. C'est une colonie de vacances que j'ai faite et c'est quelqu'un un peu comme ça, c'est un enregistrement un peu de la vie, quoi, qui n'est pas préparé. Et donc, s'entend aussi dans le son, la résonance, on a écouté qu'un petit extrait, mais on peut entendre au loin des cloches, on entend le lieu. Voilà. Et il me semblait que plus juste, puisque le lieu, l'espace enregistré se fait entendre, en tout cas se fait un peu connaître par quelques éléments, le fait de le cacher favorisait son écoute. Alors que dans un espace d'exposition, une voix qui est parmi nous, l'espace en question, vous me dites c'est trop abstrait ce que je dis, hein, l'espace en question, il est là, c'est celui dans lequel nous trouvons, c'est l'espace d'exposition. Donc en fait, une voix enregistrée dans un espace qui ne s'entend plus permet de faire exister le lieu dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Davantage qu'un enregistrement qui enregistre globalement tout l'environnement et qui, lui, aurait du mal à exister dans un nouvel environnement qui est celui de la salle d'exposition. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui ? Voilà. Donc c'est comme ça que je réfléchis. Oui, je vous en prie. Bonsoir. Moi, j'ai une question à vous poser. Je me sens extrêmement frustré. C'est amical, évidemment, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modes opératoires. Vous nous expliquez très en détail, de façon assez passionnante, le fonctionnement, l'organisation, le mode opératoire de votre œuvre. Donc, on sait le comment, on sait le où, mais moi, personnellement, je n'ai pas le pourquoi. Ah oui, bah, vous ne l'aurez jamais. Alors, c'était la première question. Ouais. C'était pourquoi est-ce que de quelle façon cette œuvre, pour vous, a une raison d'être, et par ricochet, quelle raison d'être nous pourrions, nous, en tant que spectateurs ou auditeurs ou consommateurs, apprécier cette œuvre autrement que de façon technique. Ça, c'est la première question. Technique, c'est pas le mot que je je n'emploie me suis mal exprimé, technique. je vous l'accorde. Enfin, le côté pratique. Et la seconde question, c'est que vous parlez beaucoup, vous avez dit la voix, le mot, etc.
Et subitement, je me suis dit, c'est étrange parce que, par exemple, une peinture, une sculpture, une photographie, enfin un film, etc., ça peut être montré dans le monde entier parce qu'elle a une certaine autonomie en tant qu'œuvre. Mais finalement, elle ne peut pas être traduite. Quelqu'un qui va l'écouter, qui n'est pas francophone, qu'est-ce qu'il va avoir comme restitution de l'œuvre? Est-ce que vous jouez sur ça ou pas? J'allais aborder dans la suite parce que il se trouve que cette pièce-là a produit des versions bilingues en anglais ou en thaïlandais. Mais la question de la traduction, c'est presque un chapitre entier que je pourrais développer, que je vais juste développer mais sommairement tout à l'heure. Mais c'est presque une question secondaire. Mais en tout cas, effectivement, se pose la question, chaque fois que je présente mon travail dans un pays non francophone, l'œuvre est traduite. Voilà. Et après, je vais travailler les modalités de traduction pour l'intégrer à l'œuvre elle-même. Donc certaines œuvres s'y prêtent, d'autres moins. Et celles qui s'y prêtent, pour résumer, en gros, je traduis de deux façons. Soit j'ajoute un écran avec des sous-titres, soit j'ajoute une nouvelle voix qui dialogue avec les voix françaises pour ajouter une voix de traduction. Je pourrais faire écouter tout à l'heure quelques extraits. Mais alors après, sinon, la question du pourquoi, ça c'est une question qui dépasse le cadre de cette conférence. C'est qu'en fait, poser la question à quelqu'un qui pratique l'art du pourquoi, c'est s'attendre à une non-réponse d'office. En fait, ce n'est pas mon rôle de vous dire le pourquoi. Justement, l'intérêt, le pourquoi, c'est ça finalement. Pourquoi, pour qui est le pourquoi, sans jouer sur les mots, le pourquoi, c'est ce qui vous appartient. Je n'ai pas à dire pourquoi je fais les choses. Je suis au départ d'une œuvre, je propose quelque chose, une forme. Je peux raconter comment je travaille la forme, mais après, la forme est destinée à qui? À vous. Et après, le sens, c'est ce qui surgit dans l'expérience de l'écoute et de l'œuvre, de la réception de l'œuvre. Et le pourquoi ou les pourquoi vont advenir à ce moment-là. Mais je n'ai pas à conduire dès le départ un chemin pour amener un sens précis. Ça, je pense que c'est la définition de l'art, en fait. C'est ce qui fait la différence entre l'art et la communication, par exemple. C'est que la destination, c'est qu'on ne sait pas où on va. C'est que la proposition, c'est une proposition artistique qui propose un chemin, mais qui s'arrête au milieu du chemin, et la suite du chemin doit être faite par une personne qui écoute. Et donc, la forme, pour moi, elle doit être la plus libre possible pour que le pourquoi soit le plus varié, soit le plus inclusif possible, pour intégrer des personnes, des personnalités, des contextes, des réceptions, des formes de réception qui soient riches, multiples, intemporelles, universelles. J'aime pas le mot universel, mais en tout cas, qui sortent du cadre dans lequel l'œuvre a été faite. Ça, c'est l'intérêt de l'art, en fait. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire les choses. Donc le pourquoi, vous ne l'aurez jamais. Et d'autant plus que si je voulais y répondre, je serais bien embêté. Évidemment, je ne sais pas pourquoi je fais les choses. Si je savais, je ferais autre chose, en fait. Parce que si on recherche une efficacité ou une destination précise, il y a des moyens plus simples que de travailler des formes qui sont les miennes, qui sont polysémiques, ambiguës, qui ouvrent à des sens multiples, à des interprétations, qui jouent sur le mystère, qui jouent sur toutes ces ambiguïtés-là. Voilà, c'est ça qui... Et donc, c'est aussi comment ça arrive à ouvrir un imaginaire, une réflexion, une pensée dans la réception. Voilà, c'est ça le but. Voilà. Et donc moi, effectivement, je ne peux... Non pas la technique, parce que la technique, je ne vais pas vous dire, par exemple, le modèle de micro que j'utilise, ni le logiciel, donc je ne vais pas parler de technique, mais par contre, je peux vous faire partager quelques réflexions qui m'amènent à produire et à proposer ce que je fais. Et ces réflexions, voilà, que je peux partager. Voilà. Mais sinon, c'est vrai, j'insiste, je présente assez souvent mon travail de façon multiple, variée, comme ça. Et il y a toujours une tâche aveugle dans toutes mes présentations, tous les entretiens que je fais, c'est la question du sens. Voilà. Sur le silence entre les mots. Parce que dans ce que tu nous présentes, il y a des moments de silence qui sont variables.
Et je voulais savoir comment ils étaient définis. Et bon, c'est vrai que j'ai déjà vu l'expo, donc il y a, pour moi, on en a parlé déjà une fois, c'est très intéressant ce rapport au silence, parce que ça permet de laisser entendre le lieu aussi dans lequel l'œuvre est présentée. Et c'est une sorte de respiration aussi. Voilà, je voudrais que tu nous en parles un peu. Alors ça, c'est un peu comme la traduction, qui est un peu aussi un chapitre à part. C'est que le silence, c'est presque l'objet d'une présentation presque à part aussi, parce que je pense que je pourrais vraiment développer. Je me suis rendu compte petit à petit que le silence était un des éléments principaux des œuvres. Donc c'était le vide, voilà. Mais ça, c'est des choses qui sont, je pense, vraiment banales en fait. Quand on fait une forme plastique ou une forme quelconque, on travaille avec le plein et le vide. Il faut bien qu'il y ait des éléments, et puis qu'est-ce qui va structurer ces éléments ensemble? Ben, c'est du vide. Et dans certaines formes ou certaines pratiques, des gens vont remplir ce vide pour un peu boucher les trous, mais moi je laisse apparaître les trous. Le vide, c'est le silence, c'est ce qui fait. En fait, c'est le paradoxe, c'est ce qui fait rupture entre un son, c'est ce qui coupe le son. Les enregistrements que je fais sont des flux. Donc, par exemple, comme là, par exemple, j'enregistre la conférence, je fais start et stop, et ça va être un flux d'1 heure. Donc, c'est un ruban, comme ça, temporel. Les enregistrements, c'est ça. Et j'ai besoin, pour pouvoir travailler avec cette matière, en tout cas, ça, c'est ma pratique, d'autres font autrement, mais j'ai besoin d'interrompre ce flux à un moment donné, à 2 endroits, avant et après quelque chose, pour qu'il y ait un élément. Voilà. Une séquence sonore, aussi courte soit-elle, 33 secondes ou 30 secondes, je ne sais pas, il faut bien couper avant-après pour isoler un élément de ce flux. Et après, le montage consiste à mettre bout à bout et les uns sur les autres ces éléments. Donc le silence, finalement, c'est la logique, c'est qu'il y a déjà du silence. L'interruption fait partie du mode d'écriture. Voilà. De la même façon que notre écriture, même au sens, chaque mot est entrecoupé de vide pour pouvoir exister en tant qu'élément. Voilà. Et puis, donc, le silence, c'est ce qui fait rupture, mais paradoxalement, c'est aussi ce qui fait le lien. Et pour moi, pour les montages et pour les diffusions, c'est comment arriver à faire en sorte que le moment de silence soit le moment où la personne qui écoute soit réfléchit à ce qu'elle vient d'entendre, soit anticipe sur ce qui va suivre, mais en tout cas que le lien ne soit pas rompu. Voilà. En tout cas, moi, une de mes tâches pour créer une forme de montage sonore, c'est une forme de musicalité des assemblages, c'est de faire en sorte que, une fois qu'on est à l'écoute, on reste sur une sorte d'écoute comme ça, quoi, et que finalement le silence ne soit pas l'arrêt de quelque chose, quoi, mais juste la suspension, quoi, voilà. C'est ce qui fait que petit à petit, mes pièces sont devenues des formes en pointillés, voilà, parce que ce silence était... Alors là, j'ai parlé du silence comme un mode d'écriture. Là, je peux parler aussi du silence pour le mode d'apparition des œuvres. Il s'est trouvé que, en parallèle aux disques, aux séances d'écoute dans des salles ou des écoutes à la radio, j'ai fait des expositions. Et il se trouve que les lieux d'exposition ne sont pas des lieux qui ont été conçus pour une écoute particulière. Ce ne sont pas des auditoriums, ce ne sont pas des salles de spectacle. L'écoute n'est pas favorisée au départ. Donc en fait, l'œuvre qui s'y projette est fragilisée par ça. Donc j'avais 2 solutions. Soit je mettais de la mousse ou des panneaux acoustiques au mur, de la moquette, je mettais le noir, je mettais 2 haut-parleurs, je refaisais une sorte de salle de concert. Ou alors, j'utilisais la salle telle qu'elle était, avec ses défauts, ses qualités et ses contraintes. Et le silence m'a permis ça, m'a permis de faire apparaître une forme sonore dans un espace, d'étirer cette forme, de la creuser, pour continuer à faire écouter le lieu, pour que les sons qui s'y diffusaient par ailleurs au lointain, par-delà la fenêtre, dans l'autre salle, à côté, etc., puissent aussi cohabiter avec l'œuvre, qui ne rentre pas en conflit, mais que les silences, c'était aussi les moments où le reste pouvait exister. Voilà.
Après, dans le mode pour une exposition, le silence, c'est ce qui permet aussi mais après, je vais peut-être arrêter parce que je pourrais dérouler le fil comme ça. Mais c'est aussi, il se trouve que les formes que je crée pour les expositions sont des formes. Les récits n'ont pas de début ni de fin puisque les œuvres sont écoutées en boucle sur une temporalité qui est assez lâche et qui n'est pas dite. À savoir que l'œuvre, comme ici à la Maréchalerie, vous n'avez pas l'information combien dure l'œuvre, parce que l'œuvre n'a pas de durée en soi. C'est à vous de choisir le temps que vous souhaitez écouter cette œuvre. Donc vous pouvez l'écouter 3 secondes, 3 minutes, 30 minutes, 3 heures si vous le souhaitez. Et c'est à moi de faire en sorte que 3 secondes, c'est peut-être un peu court, mais 30 secondes, 1 minute, 3 minutes ou 3 heures soient aussi belles et intéressantes en soi, même si c'est court ou long. Voilà. Et donc pour ça, le silence me permet donc d'enlever le début et la fin de quelque chose et de créer des éléments de début et de fin à chaque instant finalement. Chaque silence, c'est le début de quelque chose. Quand il y a un silence qui précède un son, chaque nouveau son devient le début de quelque chose. Voilà. Et à l'inverse, une rupture, ça clôt aussi quelque chose. Donc voilà. Donc finalement, ces formes en pointillé, ces structures narratives ont aussi, j'ai travaillé au fil des années ce truc-là. Et une des premières pièces qui m'a permis de développer ça, c'est la pièce que j'ai fait écouter, qui s'appelle Le bout de la langue, par exemple, où c'est une des premières qui avait une forme de récit, comment dire, en stase, comment on dit ça, un peu suspendu, sans début ni fin, quelque chose qui n'avance pas. Et il se trouve que la personne qui ne se souvient pas, c'est comme si ça n'avançait pas, ça reste un peu sur place, c'est du sur place en fait, en gros. Et donc ça n'a pas de début ni de fin, ça peut durer 3 heures éternellement, comme ça. Et le silence, c'est la première fois que je me suis rendu compte que le silence était important pour cette pièce. Et puis la durée des silences de cette pièce-là, qui a existé sous différentes versions, à chaque fois j'adaptais la durée des silences au lieu dans lequel je faisais écouter cette œuvre. Donc par exemple, une écoute radio, ou une écoute sur disque, ou une écoute dans une salle, ou dans une salle d'expo, dans une exposition collective ou personnelle, le fait qu'il y ait d'autres œuvres ou pas, etc., les silences étaient plus ou moins longs. Voilà. Et en gros, les silences me permettaient de travailler la densité de l'œuvre. Voilà. Son format, en gros. Voilà. Plus ou moins concentré, plus ou moins dilué, avec toujours en tête l'idée que, pour moi, l'écoute, elle est un peu sur un fil tendu. Voilà. Je voudrais rebondir sur l'idée du silence. Je pensais exactement la même chose, savoir qu'en fait, on attend quelque chose entre deux choses. Et vous avez parlé de silence, et en plus, vous avez parlé de 33 secondes. Et je voulais savoir, ça m'a fait penser à l'œuvre de John Cage, 4 minutes 33, de 52, où c'est 4 minutes 33 de silence. Et c'est en 3 mouvements. Et je voulais savoir si cette œuvre, que vous devez connaître, où il a vraiment travaillé l'idée de l'écoute à travers le silence, si chez vous ça résonne, je suis désolé du jeu de mots, de la même façon. Parce que vraiment le silence, moi je trouve que c'est vraiment la matière première. C'est un avis personnel, hein. À la rigueur, ce qui se dit, je l'entends, mais je ne comprends pas, puisque c'est souvent des suites de mots. En revanche, je suis presque fixé par ces silences-là, et je me demande si ce n'est pas le silence qui est la matière première de ce travail, et si cette œuvre de John Cage, qui est quand même emblématique, qui est considérée comme une des plus grandes œuvres sonores du XXe siècle, chez vous, ça répond à quelque chose, ça résonne dans quelque chose? Alors oui et non. Pour moi, le silence est plus un outil qu'une fin en soi. Et la pièce de John Cage, elle est tellement riche et polysémique qu'on peut être sensible de différentes façons. Et moi, je suis plus sensible dans la pièce de John Cage à sa relation à l'environnement. C'est-à-dire que faire silence au moment du concert, c'est ce qui nous permet d'écouter l'environnement, par exemple. Mais pour que l'environnement et le lieu dans lequel on se trouve soient perceptibles, c'est de faire silence. Et pour faire silence, il faut créer les conditions
que quelque chose advienne et ça n'advient pas. Voilà, par exemple, le concert, c'est ça. Donc c'est le rituel, mais en même temps, c'est une autre approche puisque les enjeux sont différents. John Cage était un musicien qui intervenait dans le champ de la musique classique ou contemporaine. Moi, j'interviens dans un autre champ et peu importe. J'ai pas les mêmes. Par exemple, le principe de faire venir un interprète sur scène avec un piano, le rituel concert, par exemple, voilà, avec la présentation, le début, le moment d'attente. Ça, c'est quelque chose que je ne travaille pas en soi, parce que pour une exposition, le rituel n'est pas le même, l'attente n'est pas la même, l'écoute n'est pas la même. Mais évidemment, comme toute œuvre riche, la pièce de John Cage donne à réfléchir sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, là, il me semble que le mot silence, qui est un mot qui pourrait faire l'enjeu de plein d'ouvrages différents qui aborderaient selon un angle différent cette question du silence. Moi, je l'aborde autrement que John Cage pour cette pièce-là. Mais on peut dire par contre que les micro-silences qu'il y a dans les installations sonores sont comme des micro-concerts de John Cage avec cette écoute du lieu à ce moment-là. Sauf que moi, j'utilise d'une autre façon aussi, parce que c'est aussi une suspension du récit, c'est aussi ce temps de respiration pour penser à ce qu'on vient d'entendre, pour accueillir ce qui va venir. C'est autre chose encore. Voilà. Je pense à la Phèdre de Racine, où, et précisément pour lire ce texte, au moment où on estime qu'il y a un silence, il ne faut plus bouger, il ne faut plus avancer. Alors que Phèdre est en train d'avancer sur scène et de traverser la scène pour décrire son angoisse, c'est à certains moments, pour précisément justement mettre en valeur ce qui va suivre ou donner aux sonorités une valeur particulière, il faut s'arrêter quelques instants pour suspendre sa voix et reprendre. Il ne faut plus bouger. Donc, si vous aimez mieux, là, c'est une affaire de sonorité, de sens dans les mots. On a évoqué la musique, mais en littérature, le silence est aussi, quand on lit des textes à haute voix, la consigne est la même. Hein. C'est vraiment pour un apport de sens qui estime aussi un comportement physique. Voilà. C'est une petite expérience personnelle de littéraire dont je voulais vous faire part. Merci. Saint-Bonaventure, quand Saint-Augustin a vu Saint-Bonaventure lire à voix basse, il a été extrêmement choqué, parce qu'on lisait toujours à voix haute. Quand l'expression les paroles volent, ben, c'est parce que les paroles vont loin, et les écrits restent parce qu'ils ne vont pas bien loin. Il a été choqué de voir que les gens pouvaient lire en silence. Donc le silence, à ce moment-là, crée de l'espace intérieur, etc. Mais dans l'œuvre de Dominique, moi j'ai l'impression que le silence, il crée, c'est pas de l'espace, c'est plutôt une attente en forme de matière première qui est pleine. Ah ben certainement, mais moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus pleine que creuse. Et donc c'est moins de l'espace que quelque chose de rempli. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais en fait c'est la sensation que j'ai. Ou plutôt le thématique. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, dans les 3 morceaux que vous avez fait écouter, moi j'ai détecté la tension entre la vie et la perte de la vie. La tension entre la vie, oui, et la perte de la vie. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite, ou aussi parce que l'opposition entre voilà, la jeunesse, la vieillesse, l'énergie, la perte d'énergie, je ne sais pas, je trouve, parce que moi je suis plasticienne, donc je regarde ce côté-là plutôt que les trucs techniques, mais je trouve que c'était intéressant. Donc je voulais demander si c'est quelque chose, est-ce que c'est l'exception ou est-ce un fil conducteur dans votre travail? Alors ça c'est un peu comme la question du pourquoi il faut rester sage et ne pas dire, ne pas trop parler, je trouve. C'est justement d'accueillir
des interprétations comme la vôtre, c'est ce qui m'intéresse davantage que de dire moi je veux plutôt ci que ça. Mais par exemple, souvent les gens me parlent d'autre chose que vous venez de dire. Ça, c'est quand même la première fois qu'on parle de ça. On me parle souvent d'autre chose, de pertes qui ne pas de la vie, mais d'autre chose. Entre autres, de la mémoire. Oui, de mémoire. Oui. Voilà, mais après, ça me semble évident, mais c'est évident que je travaille à partir d'éléments qui sont des éléments tirés de la vie, des enregistrements, c'est la vie, c'est des personnes vivantes que j'ai rencontrées, que j'ai enregistrées. Je travaille avec des voix, des moments de vie. En plus, la parole, comme je disais, c'est aussi un souffle, une énonciation, donc c'est aussi la vie en direct. Pour moi, c'est enregistrer la vie en direct. Donc chaque fragment est un instant de vie. Et puis après, trouver une forme avec ça, la manipuler, c'est forcément manipuler du vivant pour en faire quelque chose qui est l'antagonisme, autre chose, parce que manipuler la vie, c'est quoi? C'est finalement l'arrêter, la stopper, jouer avec, donc forcément on va établir ce genre de choses. Mais moi, c'est plus intéressant pour moi de rester en deçà de toute interprétation, parce que justement, il faut que... par exemple, la pièce Le bout de la langue ou des choses comme ça, je cherche toujours à ce que les choses puissent être perçues de façon très anodine ou grave. Et c'est pas à moi de décider si les choses sont anodines ou graves. Voilà. C'est un privilège que j'ai justement de rester en deçà de cette interprétation-là, de faire en sorte que... Moi, il y a des... peut-être moins maintenant, je ne sais pas, mais il y a des fois où les gens ont des réactions avec ce que je diffuse, peut-être plus dans une salle de type concert, parce que l'émotion est peut-être plus forte qu'en exposition, où en exposition on est plutôt livré à soi-même, et puis c'est plus dans une réflexion comme ça. Mais quand je faisais des écoutes en public, les gens pouvaient rire ou au contraire avoir une écoute très grave. Voilà. Et j'aime bien être dans ce fil temps. Chacun est libre. Ouais. Pardon ? Chacun est libre de voilà, et puis aussi d'être dans ouais. quelque chose c'est à vous de décider si c'est grave ou anodin. Je trouve ça plus intéressant de travailler là-dessus, sur cette question-là. Sachant que pour moi, tout est anodin, puisque je n'ai pas enregistré des instants de vie graves. Voilà. Par exemple, je n'ai pas une démarche documentaire qui va rechercher la gravité dans la vie ou des moments hyper intenses et difficiles, ou par exemple la vie est en train de basculer, par exemple, Je ne vais pas faire ça, d'autres le font. Moi, je préfère peut-être suggérer le basculement avec quelque chose qui au départ peut être anodin. Voilà. Et puis, mais sinon, pour revenir au silence, les silences, ça, on me l'a souvent reproché en fait. Et finalement, j'ai compris au bout d'un moment que c'était un peu un signe distinctif, c'est que les silences sont abrupts et que c'est la rupture abrupte qui m'intéresse souvent dans l'écoute. Comme ça, c'est comme au bord d'une falaise, quoi. C'est genre, on se retrouve sur un vide et après le vide, chacun y met ce qu'il veut aussi dans ce vide. Voilà. Parce que Ah oui, mais parce que par exemple des gens qui font le son ou le montage sonore, ils vont plutôt dire on va chercher la transition en douceur, ou alors on va remplir le vide par un petit bruit de fond pour continuer à que l'écoute ne soit pas interrompue, par exemple. Et donc là, je me suis dit, non, justement, moi, ce qui m'intéresse, à ce moment, il y a longtemps, je me suis dit, finalement, non, ce qui m'intéresse, c'est la vraie rupture. Donc, un vrai vide, et non pas meubler le vide avec une sorte de bruit de fond ou des choses comme ça. Écoutez les montages sonores qui se diffusent dans la vie ou partout, la radio. La rupture avec le vrai silence creux est extrêmement rare. Quasiment n'existe pas. Quasiment. Alors que tout le monde fait du son, mais qui travaille la rupture Ce qui est intéressant, parce qu'au moment que vous parlez, que vous dites vide, oui, vide, vide. Voilà. Mais je vais vous parler d'un autre vide. C'est à l'occasion de... Je ne vais pas présenter tout, mais juste, par exemple, un autre extrait avec ce même point de départ de cette voix et lié au lien invisible. C'est une autre configuration. C'est à l'occasion d'une exposition. Peut-être vous connaissez le lieu, c'est à Vassivière, c'est un centre d'art dans le Limousin. C'est une tour. Et quelque chose qui était manifeste pour moi, c'est qu'il y avait un peu comme
la version précédente avec les deux espaces, un espace présent, un espace caché, c'est que là, il y a un espace en bas, un espace en haut, et entre deux, un escalier. Et ce qui me permettait de jouer sur deux plans sonores également. Mais cette fois-ci, le lien que j'ai créé entre les deux plans sonores, c'est un lien, comment dire, j'ai travaillé le synchronisme entre deux éléments sonores qui se font entendre en même temps, et c'est le déplacement qui permet d'écouter l'un puis l'autre. L'un puis l'autre, puis le lien entre l'un et l'autre. Vous allez comprendre. Au premier palier de cette installation, donc à savoir en bas, il y avait 4 haut-parleurs qui diffusaient ceci. Quand on arrivait en haut, on entendait ceci. Là, plus ou moins, parce que c'est reconstitué d'une... Il y a plein de trucs qui sont... On peut pas définir comme ça, comme si tu avais des liens invisibles. Alors là, le montage est grossier parce que c'est un mixage stéréo, mais dans l'espace, une fois qu'on avait accédé à l'étage supérieur par cet escalier, on entendait cette voix présente et on continuait d'entendre les sons qu'on écoutait, qui provenaient du premier étage et qui à présent se superposaient à cette voix. Qui t'attachent à eux. Et c'est vraiment une partie de toi. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que travailler une œuvre sonore dans un espace, ça pouvait être différent que de travailler une œuvre sonore dans un lieu d'écoute type concert. C'est que dans une écoute de type concert, on peut dire que l'écoute était plutôt linéaire, avec un début, une fin, un déroulement. Puisqu'un concert, ça a un début, ça a une fin, ça, voilà, on est à 18h, ça dure 1 heure et ça se termine. Alors que pour une exposition, le temps n'est pas cadré, il est un peu permanent, en tout cas, voilà. Et que, comment dire, en mettant un son différent dans 2 espaces, c'est le déplacement de la personne qui écoute qui permet de créer la succession du temps d'une séquence à une autre. Dites-moi si c'est pas clair. Hein. Et donc, en fait, en gros, dans un concert, les choses sont les unes après les autres. Dans une exposition, les choses sont plutôt en même temps, mais à des endroits différents. Et c'est notre déplacement qui nous permet de cheminer d'une zone à l'autre et de créer le récit. Voilà. De commencer par un son qu'on écoute en premier, on va un peu plus loin, on continue d'écouter ce son, et puis plus loin, on écoute un deuxième son, et le premier son devient une sorte d'accompagnement arrière-fond du second son. Voilà. Voilà, ce genre de choses. Et le synchronisme me permet à ce moment-là de cacher la voix, de faire en sorte qu'elle ne soit audible qu'une fois accédée au second espace, c'est-à-dire en haut. C'est-à-dire que le premier plan sonore, avec ces éclats des sons de verre, comme ça, cache la voix tant qu'on n'a pas accédé au deuxième espace. Et quand on accède au deuxième espace, quand on entend la voix synchrone reliée directement à chaque fragment sonore, on peut se rendre compte que ce qu'on entendait précédemment, c'était une voix, ou une parole, ou une forme de parole. À savoir que les sons que vous avez perçus, là, ceux-là, c'est une parole. Et c'est cette parole qui est... Voilà. Il y a plein de trucs. Voilà. Il y a
plein de trucs. C'est en travaillant la forme similaire d'un bruit, en travaillant le fait qu'elle puisse ressembler à une parole, de couper le bruit pour l'associer à cette parole, un peu comme les deux faces d'une médaille, de les coller l'un à l'autre. C'est ce que j'ai fait au montage. J'ai associé vraiment deux formes qui se ressemblaient. Un son qui fait tac, 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 une voix qui fait il y a plein de trucs. Voilà. Je les ai collés ensemble. Donc en fait, je suis allé chercher dans mes enregistrements toutes les phrases qui pouvaient et les sons que j'avais enregistrés qui pouvaient se ressembler dans leur forme, plus ou moins, avec cette découpe articulée. Tac, 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 tac. Voilà. Je me répète, hein, pardon, parce que pour être clair, je les ai associés au montage. C'est ce qui a créé la forme. Et puis, cette forme, je l'ai dissociée dans l'espace pour mettre à deux endroits différents. Et pour créer le vide entre. Et là, le vide entre, c'est plutôt le cheminement qu'on doit faire pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc, et puis après, il y a l'espace extérieur. Parce On arrive en haut et puis et on voit le paysage. Il y a peut-être et on voit le paysage. Le son du paysage qui arrive. Et voilà. Et comme c'est une œuvre en pointillé avec les silences, on peut aussi. Voilà. Et puis le premier son. Alors là, il faudrait faire un enregistrement sur place. Mais par exemple, le premier son avait beaucoup de résonance dans cette espèce de grande tour. Donc on entendait une espèce de brouhaha qui venait accompagner la voix quand on était en haut. Et puis ce qui m'intéresse, c'est aussi tous les degrés qu'il y a entre deux choses. Voilà. C'est le moment où on entend une première chose à 100%, l'autre à 0, et puis on passe voilà, du degré, de l'apparition d'une deuxième chose à l'intérieur d'une autre. Et pour une exposition à Saint-Louis, pardon, oui, je remonte là, c'est la même œuvre dans un musée à Saint-Louis aux États-Unis où il y avait un troisième couche, un troisième espace. En fait, l'espace du bas, là, vous avez vu, l'espace sur la mezzanine et entre un écran avec la traduction des paroles. Voilà. Et donc, on passait de ces trois niveaux selon qu'on pouvait se déplacer ou pas, choisir. En gros, l'exposition propose pour moi à chaque fois un mixage particulier qui nécessite notre déplacement, notre mobilité, la liberté de déplacement et puis de jouer avec notre écoute. Voilà. Ma question, c'était, n'ayant pas visité cette exposition, est-ce que quand on était à l'étage inférieur, on entendait la voix? Non, ou est-ce qu'elle s'évadait complètement pour ne faire exister que les premiers sons diffusés par les enceintes? Alors, le fait de jouer sur le synchronisme permettait de cacher la voix quand on était au premier plan et de jouer sur la découverte progressive de cette voix selon qu'on cheminait dans l'autre espace. Voilà. Et ça, c'est ce principe, je l'ai fait dans plusieurs œuvres, dans plusieurs principes. Parfois, c'est vertical, parfois, c'est dans des salles avec un couloir entre, etc. En tout cas, il faut qu'il y ait un déplacement. Mais le synchronisme, en fait, me permet de jouer sur un phénomène alors que les acousticiens pourraient nommer, mais moi que je ne connais, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le fait qu'un son en cache un autre, qu'un événement en cache un autre. C'est quand, c'est ce qu'utilisent les personnes qui font de la magie, par exemple. Pendant que je fais ça, avec ma main gauche, je fais autre chose pour vous piquer, ou pour les pickpockets font ça aussi, remarquez. Je vous détourne l'attention pour faire autre chose qui est caché. Le petit bruit de verre qui est très irruptif comme ça, qui est percussif, qui est très court et un peu agressif dans son apparition, cache l'apparition des phrases. Voilà. Alors là, dans cette formule, dans cette version, la traduction, elle ne peut pour moi apparaître qu'écrite, parce qu'il y a un jeu sonore, musical de synchronisme entre les différentes couches que je ne peux pas faire bouger pour y ajouter une traduction. Donc dans ce cas-là, je peux utiliser un autre mode de réception, à savoir la vision en parallèle à l'écoute. Donc un peu, oui.
Moi, j'utiliserai pas ce terme-là. Celle-là, c'est plus. Oui, oui. Oui. Moi, non, c'est plutôt pendant que notre cerveau est occupé à écouter, il peut aussi, parce qu'il est aussi invité à regarder l'environnement, à contempler les choses, comme dans l'expo La Maréchalerie, en fait. On peut fermer les yeux, on peut regarder les murs, on peut s'isoler dans son quant à soi, et on peut aussi choper quelques éléments d'information. Et donc, par exemple, un écran, pour moi, c'est un élément d'information. Mais pour continuer sur la traduction, une autre forme de traduction, c'est la traduction orale. C'est d'ajouter à cette voix une seconde voix qui va traduire, pour les personnes qui ne connaissent pas le français, ce qui se dit. Et c'est par exemple... Il y a plein de trucs qui sont... qu'on peut pas définir comme ça, comme si tu avais des liens invisibles. Qui t'attachent à eux. Alors quand je fais ce genre de traduction, je pars du principe que dès le départ, je souhaite garder le français et que la traduction va ajouter quelque chose et non pas retirer quelque chose. C'est-à-dire que je ne vais pas remplacer la voix française par une autre voix. Je préfère enregistrer quelqu'un qui est bilingue, qui connaît les deux voix, les deux langues, et qui est notre passeuse, on peut dire, qui nous fait passer d'un espace à un autre, d'un pays à un autre, d'une langue à une autre. Et donc, là, peut-être pour les personnes qui connaissent le thaïlandais, pourrait dire, effectivement, aurait pu reconnaître que cette personne qui traduit en style indirect. C'est-à-dire qu'elle ne reproduit pas exactement ce que dit la personne, elle met un commentaire du style « elle dit que ». Voilà. La femme dit que, la femme nous dit que. Donc en fait, quand j'enregistre ces traductions, c'est que je demande à une personne de commenter l'œuvre. C'est une forme de commentaire en même temps qu'une traduction, et que la personne qui traduit, si en gros la première voix est une personne sur scène comme comme un personnage d'une fiction, la personne qui est traduite serait plutôt dans la salle avec le public. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à côté de vous, à côté de nous, qui nous accompagne et qui nous donne quelques éléments de compréhension pour l'œuvre. Et donc le style indirect, pour moi, est important. Voilà, pour ça. C'est ce qui donne le second degré de l'approche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait à chaque fois quand je pouvais, dans chaque pays, avec la langue du pays d'accueil du projet. Et puis qui est ce renversement que là, par exemple, moi qui ne connais pas la langue thaï, cette langue est musicale parce que je ne la comprends pas, donc je l'écoute de façon musicale. Et inversement, les personnes pour l'exposition à Bangkok écoutaient plutôt le français de façon musicale et prenaient la langue traduction comme vraiment un vrai récit. Et donc, parce que une langue qu'on ne comprend pas est toujours une musique, ça c'est évident. Mais je ne peux pas me satisfaire de ça. Donc j'ai quand même besoin que les personnes dans l'exposition aient quelques éléments de compréhension, donc je peux utiliser ça. Voilà. Et là, la forme du montage sonore en pointillé avec une sorte de monologue permet de créer un faux dialogue avec une voix ajoutée. Voilà. Le dialogue, pour la pièce précédente avec l'écran des sous-titres, s'il y avait un dialogue ou un faux dialogue, c'était entre le son et les bruits. Voilà, la voix et les bruits. Donc il n'y avait pas la place pour un troisième terme. Voilà, c'est pour ça que ce troisième terme pouvait s'incarner de façon visuelle. Alors qu'ici, pour une œuvre en forme monologue, je peux ajouter une seconde voix. Et puis les silences me permettent, dans ces cas-là, peut-être vous l'avez perçu,
d'avoir la présence de cette seconde voix. Voilà. Comme un écho, comme une sorte une ombre portée, comme quelque chose qui vient. Voilà. Et évidemment, pour faire ça, l'œuvre bouge, je change le montage, je change les silences, j'ajoute les choses, je retravaille l'œuvre. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, j'ai fait une pièce qui, en anglais, quand j'étais à New York, là, ce qu'on voit, c'est la façon dont je fais entendre la pièce que vous allez écouter, qui s'appelle Aloof. Et j'ai fait, qui est toujours dans la suite de cet ensemble de pièces avec le même point de départ, c'est que cette fois-ci, j'ai enlevé la voix française, je l'ai remplacée par autre chose, mais j'ai gardé la traduction que j'ai fait faire. Et ça donne ceci. Vous allez voir tout de suite. So she's saying there are a lot of things. And she just says things that are she says you can't just define them so easily. It's as if they were visible links. She's talking about links that link you to them. She just said and. She says it's really, really a part of you. Alors, c'était juste un extrait très court. J'ai choisi de présenter cette pièce de différentes façons, mais quand je la présente, c'est derrière une porte où on peut juste passer son oreille dans l'entre-ouverture de la porte. C'est aussi parce que pour construire cette fiction, j'ai dû travailler aussi sur un plan sonore qui permet de faire entendre une sorte de continuum, comme ça. Et c'est l'arrière-fond où on entend la rue, et c'est finalement le son réel de l'enregistrement de la traduction. L'homme qui traduit, c'est dans cet environnement-là. Et donc, comme le son, il décrit un espace, il fait percevoir un espace, je trouvais plus intéressant que cet espace-là ne soit pas celui dans lequel on se trouve, mais à côté. Voilà. Mais là, je me rends compte que finalement, c'est la fin, quoi. Mais alors, pour finir, une autre forme de manipulation des mots, du langage et d'une relation d'écoute entre deux personnes, c'est une des premières pièces que j'ai faites, qui est en 88. Je vous fais écouter juste le début. Allah. Allah. Merci. Merci. De ce désir qui libre agencé de cette absence de direction explicite explicite de formulation active quelle dame nation
Nation. Pour. Pour. Un. Un. Monde. Monde. Qui Qui se veut. se veut. Adulte. Adulte. Et Et censé. censé. Que la. Que la Puérilité. 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 Et la. Et la Folie. 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 De. De La. la Parente. parente. Apparente. Apparente. Inco. Errance. Errance. Juste un extrait. Donc voilà, un enfant de 4 ans qui me dicte un texte où il me dit c'est pas grave si il n'y a pas de direction explicite. Voilà. Bah, je vous remercie.